FM, Forum Musique. Sur la télévision Futur Média. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à cette principale édition. Les titres dans un instant. La banlieue en deuil à Kër Mbaye Fall, un homme a été tué par une bande d'agresseurs ce mardi à Yeumbeul. Un passant blessé par balle par des cambrioleurs lors d'un braquage a finalement succombé à ses blessures. Retour sur ce début de semaine cauchemardesque au cours de cette édition. Lutte contre l'insécurité, de nombreux établissements se munissent de caméras de vidéosurveillance, une mesure de protection soumise toutefois à des conditions prescrites par la loi. Mais problème, de nombreux usagers ne maîtrisent pas les préalables qui s'impose avant utilisation de l'outil. Nos reporters se sont rendus dans 2 établissements munis de caméras. Les détails dans un instant. La communauté chrétienne a entamé le carême ce mercredi. C'est parti pour un mois de ferveur, d'abstinence et de communion dans de nombreuses paroisses. Les fidèles sont venus prier pour une bonne entame du mois béni. Ça y est, c'est officiel. Le Sénégal connaît ses adversaires pour la Coupe du Monde de beach soccer prévue aux Bahamas dans leur poule. Les Bahamas, l'Équateur et la Suisse. Le sélectionneur est confiant quant au passage de l'équipe au second tour. L'invité du 20h, il s'agit de monsieur Yuri Lanquette, photographe de profession, interrogé par Mamoudou Ibrakan. Une interview à suivre comme d'habitude tout de suite après cette édition. Voilà pour l'édit, le développement à présent. Bonsoir à toutes et à tous. Je vous l'annonçais tout de suite dans les titres. Début de semaine macabre en banlieue. 3 drames y sont enregistrés dans la seule journée du mardi. Le dernier en date s'est passé hier soir au quartier Kamb de Kër Mbaye Fall. La victime, un immigré, il a été atteint par balle par une bande d'agresseurs. Mamcher Gay, c'est son nom. Il a été tué devant sa femme. Il était âgé de 40 ans. La gendarmerie a ouvert une enquête et les habitants réclament d'urgence un commissariat. Khadiatala. L'émigré est parti et c'est pour toujours. Le défunt est tué par balle. Les impacts sont encore visibles sur les lieux du crime. Les témoins oculaires déroulent le film du drame. Il faisait nuit. C'était devant cette maison, sa maison. Je me trouvais devant le bâtiment d'en face. Il a été roué de coups. Il souffrait. Les agresseurs ont par la suite dégainé à 2 reprises. Il est touché par la 2e balle. Sa femme, prise de peur, criait au secours. Personne n'a osé s'interposer. J'ai vu 6 individus. Ils l'avaient encerclé. J'ai vu les meurtriers présumés. L'un d'eux, c'était entourbané. Cet agresseur qui détenait l'arme à feu. C'est l'autre agresseur qui détenait l'arme à feu. La victime est atteinte au niveau du ventre. Après son forfait, la bande d'agresseurs s'est fondue dans la nature. Les premiers venus secourir la victime n'ont pu rien faire. Il n'a pas rendu l'âme sur place. Il était plus d'eau à l'agonie. Il a fait son dernier souffle à l'hôpital de Pikine. Il faisait 23h moins quelques minutes. 23h moins. Au quartier Kamb de Kër Mbaye Fall, la peur a fini d'habiter les habitants. La zone sans éclairage public est enclavée, à cheval sur la forêt classée de Mbao et l'autoroute à péage. La localité réclame une police de proximité. Toute personne qui vient ici, qui fait une mauvaise chose, passe par la forêt pour disparaître. Donc il faut qu'on essaie de voir comment gérer le problème de la forêt. Il nous faut une police de proximité, comme ça se parle. Les cas d'agression, de vol et de meurtre sont devenus monnaie courante ici, à Kër Mbaye Fall. Voilà un reportage signé plutôt Salif Sow. D'ailleurs, avec Salif Sow, nous restons cette fois-ci pour évoquer un braquage de la banque, le braquage de la banque de Yeumbeul. Le passant blessé par une balle de chasse tirée par les cambrioleurs a finalement succombé à ses blessures. La nuit dernière, la police a récupéré le corps sans vie de la victime pour les besoins de l'enquête. En attendant que lumière soit faite sur cette affaire, eh bien, sachez que la famille éplorée parle de négligence des autorités. Nos reporters ont fait un tour à la maison mortuaire sise à Yeumbeul Sud, quartier Usine Ndox. Les détails.
Inconsolable, abattue, cette veuve est perdue. Son défunt époux a succombé à ses blessures. La victime a été touchée par une balle à plomb tirée par un malfaiteur. C'était au cours du braquage d'une banque sise sur la route de Boune, à Yeumbeul. Le disparu se trouvait, raconte-t-on ici, au mauvais endroit, au mauvais moment. Lors du braquage de l'Ecobank, il s'est avéré beaucoup de bavures. Dieu merci qu'ils se sont avérés qu'il n'en est pour rien du tout. C'est un pauvre innocent. Il y a eu 18 balles. Je ne veux pas trop rentrer dans les détails. Il y a eu 18 balles, des plombs là, je ne sais pas. Donc nous, on veut tirer au clair pour l'opinion publique sénégalaise, qu'ils sachent que voilà, c'est réel, qu'ils sachent qu'un innocent vient de perdre la vie. Le corps sans vie est déposé à l'hôpital Aristide Le Dantec de Dakar. C'est pour faire une autopsie. La famille éplorée parle de négligence. La police devait privilégier la santé du malade, de la victime, au lieu de privilégier les enquêtes. Et on s'est dit qu'après peut-être l'enquête, ils vont s'occuper de notre frère. Au moins le prendre en charge, sans prise en charge ni de l'hôpital, ni de la police, ni de la banque. Khass Diakhaté, 52 ans, a été grièvement atteint par les cambrioleurs, accuse-t-on ici. C'était au cours du braquage d'une banque à Yeumbeul. Les malfaiteurs se sont fondus dans la nature avec 111 millions de francs CFA. L'enquête ouverte depuis par la police se poursuit. Voilà, Dakar et sa banlieue en proie à un regain de violence. Toutefois, l'ancien ministre de l'Intérieur rassure. Ousmane Ngom salue la maturité de la police nationale malgré les multiples agressions notées à travers le pays. Il soutient que le Sénégal a l'une des meilleures polices dans le monde et que les populations doivent les accompagner dans la lutte contre la violence mais aussi le terrorisme. Selon lui, c'est la seule possibilité pour que l'ordre puisse régner. Ousmane Ngom, que je vous propose d'écouter. Je considère que il ne faut pas s'émouvoir outre mesure. Évidemment, il faut prendre des mesures draconiennes pour que la peur change de camp, c'est-à-dire que les bandits et les criminels soient apeurés et quittent les localités où ils sévissent. L'État est en train de prendre des mesures importantes. J'ai entendu le ministre de l'Intérieur dire que des patrouilles vont être renforcées et ensuite demander à toutes les populations également de s'impliquer. Parce que j'ai toujours dit que la sécurité, c'est l'affaire de tous. Ce n'est pas seulement l'affaire de l'État. C'est pourquoi on a toujours parlé de police de proximité. À l'époque, j'avais parlé d'ailleurs d'un slogan qui s'appelait « Notre police ». C'est-à-dire qu'il faut s'approprier la police, être des partenaires avec la police pour les aider à avoir les bonnes informations pour dénicher les criminels et les potentiels terroristes qui peuvent donc hanter nos nuits. Et je pense donc que si tout le monde s'y met, la sécurité va de nouveau régner dans toutes nos contrées. Parlons toujours de lutte contre l'insécurité. L'immatriculation de tous les véhicules à 2 roues pour des raisons de sécurité annoncée par la police. L'initiative est appréciée par les populations. Les premiers concernés, à savoir les conducteurs de motos, ont réagi. Ils saluent la mesure et justifient le fait de rouler sans matricule par un manque de moyens. Mambiram Diouf les a rencontrés. Reportage. Je pense que c'est une bonne initiative. On voit des gens qui sont à bord de scooters, ils arnaquent les gens et ils agressent les gens, ils prennent leurs bagages, ils se dispersent dans la nature et on ne peut même pas les voir. Vol à l'arraché, braquage ou autres crimes commis en utilisant ce moyen de transport, le durcissement de la législation exigeant l'immatriculation systématique des véhicules à 2 roues, quel que soit leur cylindre, des mesures bien accueillies. Je salue la mesure. Tout conducteur de ces motos doit détenir des papiers en bonne et due forme. Je condamne ces agressions qui se répètent. Avant de conduire le moto, il faut chercher des papiers. Mais vous avez une qui n'a pas de matricule? Oui, ça partit de Minkansen. Il m'a porté ça pour réparer mon moto. Et ça va faciliter le travail pour le policier. En même temps, ça va faciliter le travail pour quand les gens volent, agressés, on connaît tel numéro qui a agressé. Ça permet aussi de réguler la circulation parce que quand le feu est rouge, il y a des gens qui ne respectent pas la circulation. Quand ils sont pressés. Ces motos et Jakarta exposées en vente au niveau de cette boutique roulent souvent
sans matricule, ce qui présente beaucoup de risques. Un des gérants explique. Et ça dépend des personnes qui achètent la moto. Il y a des personnes qui viennent, ils achètent ça pour une service, ou bien ils achètent ça ou bien pour leur frère. En dépendant de ce papier du CMC que tu peux avoir avec une carte grise à la service des mines. Tu sais, il ne peut pas payer la moto aujourd'hui ou bien demain, le même temps de financer pour une carte grise. Il peut patienter 1 mois, 2 mois pour chercher une carte grise. On n'a pas de matricule parce que tu as vu, ces motos-là, on les a achetées pour aller partir au travail et descendre. Normalement, on doit être en règle. Mais comme on n'a pas beaucoup de moyens, c'est pour cela qu'on a cherché des motos pour faire notre transport. Je vais essayer de le faire. Pour d'abord sa sécurité et celle des autres, être à bord d'un scooter avec matricule contribue à circonscrire ou stopper les agressions ou autres crimes. Et dans la lutte contre l'insécurité, les caméras de vidéosurveillance demeurent un outil efficace. Toutefois, leur usage reste soumis à des conditions que certains utilisateurs semblent méconnaître. Et pour le vérifier, nos reporters se sont rendus dans 2 établissements équipés de vidéosurveillance. Un reportage de Dissa Prera. À l'entrée de son magasin, le client est avisé de la présence de vidéosurveillance à l'intérieur. En ce moment, un des employés, fier de montrer ses caméras, de son avis, le client doit savoir que ce magasin-ci est bien sécurisé. Pour le vendeur, cela permet de faire en toute sécurité ses achats dans la boutique. Parce que quand tu n'affiches pas, les gens ne savent pas qu'il y a une vidéosurveillance. Il faut afficher directement, mais de loin, quand tu lis ça, tu sais, le magasin là, c'est déjà à la sécurité. Il y a une caméra de surveillance. Maudosen, lui aussi, est établi sur la même avenue. Dans son magasin aussi est installé un système de surveillance vidéo. Mais à la différence de Assoumana, ce vendeur d'électronique estime qu'il n'est pas utile d'aviser les clients. Sen pense même que la surveillance doit être discrète, voire secrète. Ah, mais parce que vidéo surveillance, boo koy def discrètement lay nekk boo xam ne bii ku ñëw du xam ne ku jubati ku fii ñëw moom. Une vidéosurveillance doit être discrète parce que s'il y a une affiche, les malfaiteurs vont l'éviter. Mais si c'est discret, on peut attraper facilement des voleurs. Pourtant, sans cette affiche, la loi peut rejeter le contenu de la vidéo en tant que preuve dans une éventuelle infraction. Ce que le commerçant fustige, car, dit-il, si la caméra est visible, pas besoin d'aviser. Preuve à l'appel la war na leen mi ngi nii kay gis nga ko kon kay amul lu fi police di bañ ak lu muy nangu kon kay lu naat lu muy bañ ak lu muy nangu. C'est une preuve à l'appui des images de la vidéosurveillance. Donc la police ne devrait rien avoir à dire. Car si la caméra de surveillance est visible, pas besoin d'affiche. La vidéosurveillance est un système sécuritaire qui se généralise de plus en plus à Dakar. Magasins, bureaux, domiciles et même les rues sont dotés de caméras de surveillance. Mais informer les visiteurs de la présence de ce type d'appareil reste une exigence de la loi. Après avoir plaidé le cas d'Al-Khali Cissé, Amnesty International section Sénégal, à nouveau pour le plaidoyer d'un autre cas, celui de Oustaz Alioune Ndao, Seydi Gassama crache sa colère et demande à l'État du Sénégal de revoir ce cas. Nous écoutons Seydi Gassama. Je dirais que les rapports d'Amnesty se suivent et se ressemblent. Le rapport de cette année a encore épinglé le Sénégal sur beaucoup de manquements, les manquements par rapport à la liberté d'expression, notamment la liberté de manifester, les manquements par rapport à la situation des prisons, les conditions dans lesquelles la trentaine de personnes, notamment l'imam Alioune Ndao, a été arrêté. C'est des conditions scandaleuses qui ne respectaient en rien, n'est-ce pas, les nécessités d'arrêter un citoyen sénégalais. Alioune Ndao n'était ni armé, on n'a trouvé chez lui ni explosif, ni grenade, rien du tout. Rien du tout. Par contre, on n'avait pas besoin de théâtraliser les conditions de son arrestation. Et surtout, n'est-ce pas, de le soumettre au régime carcéral auquel il a été soumis. À Saint-Louis, on l'empêchait même de prier à la mosquée de la prison. On lui empêchait même de lire tout texte écrit en arabe. Aujourd'hui, à Dakar, il est détenu dans des conditions d'isolement. Alioune Ndao ne sort que 30 minutes par jour dans la cour. Tout le reste du temps,
il est confiné dans sa cellule. C'est inhumain, c'est inacceptable, c'est des conditions qui s'apparentent à celles que les États-Unis appliquaient aux djihadistes à Guantanamo, que le monde entier a dénoncé. Donc le Sénégal n'a pas intérêt à copier les mauvaises pratiques des autres États, à reproduire Guantanamo pour des Sénégalais qui sont soupçonnés de terrorisme, qui sont simplement soupçonnés, parce qu'encore une fois, aucun d'entre eux n'a posé un acte terroriste. Et chez aucun d'entre eux, on a trouvé des armes ou des munitions pouvant servir à commettre des actes terroristes. Allez, direction Ziguinchor à présent pour parler de mécaniciens, électriciens et autres acteurs du secteur de l'automobile qui se disent fatigués d'endurer des difficultés dans leur secteur. Ils sont montés au créneau pour réclamer une formation professionnelle, une prise en charge sanitaire, mais aussi un site fixe de travail. Ils ont fait part de leurs difficultés lors d'un forum qu'ils ont organisé en présence du recteur de Ziguinchor. Les détails avec Boubacar Diassi. Les mécaniciens, électriciens et autres artisans du secteur de l'automobile dans la région de Ziguinchor sont confrontés à des difficultés nombreuses et variées. Nos souffrances sont très nombreuses. Mais ce qui nous tient à cœur, c'est que nous faisons partie de cette population. Nous voulons avoir un site sur lequel nous pourrons travailler. Nous voulons être formés et avoir des diplômes valables dans ce pays. Nous voulons également être assurés et avoir une prise en charge sanitaire. Si les autorités peuvent accompagner d'autres corps de métier pour avoir l'assurance maladie, nous aussi nous en avons besoin. Pour se faire entendre et trouver des solutions à ces difficultés, les artisans du secteur automobile de Ziguinchor ont organisé un forum grandeur nature auquel a participé le recteur de l'université Assane Seck de Ziguinchor. Koufia Diawara leur a proposé quelques solutions. Ils ont besoin de formation, ils ont besoin d'être valorisés. L'université Assane Seck, dans sa mission de service à la communauté, jouera sa partition. Mais en plus de cela, pour une formation, nous allons saisir le directeur de l'Office national de la formation professionnelle. Ils ont parlé aussi de la santé. Mais il est clair que le président a mis en place la couverture maladie universelle. Nous allons les aider à adhérer pour qu'il y ait une prise en charge efficiente lorsqu'ils auront des problèmes de santé. Les artisans du secteur automobile demandent aussi à l'État un soutien en termes de financement pour sortir de l'ornière. Je vous l'annoncer en titre, la communauté chrétienne a entamé le carême, une première journée marquée par le mercredi des cendres. Dans les paroisses et églises des fidèles, notamment des jeunes, sont venus prier pour bien démarrer ces 40 jours de Djet. Aminata Mbarasso, Diafaraba se sont rendus à la paroisse Saint-Paul de Grand-Yoff. Reportage. Mercredi des cendres, jour qui marque le début du carême. Une journée de prière, une journée pleine de spiritualité. C'est une entrée comme un pèlerinage de 40 jours où nous sommes appelés à apaiser encore notre cœur, à vivre calmement, à changer, mais aussi à chercher à avancer dans notre vie. Il s'agit réellement pour nous d'oser regarder notre vie en face et de pouvoir poser des actes qui nous ramènent à la vérité, à la droiture. Église Saint-Paul, dans le quartier de Grand-Yoff, des fidèles de tous les âges, tous venus perpétuer la tradition, la foi. C'est le temps favorable, un temps où le Seigneur nous appelle à la conversion et à l'approfondissement de notre foi. Donc nous vivons ça dans la paix et dans la joie et nous prions que ce temps de carême, ce temps favorable, donc, soit pour tout un chacun l'occasion de revoir sa vie, mais aussi de retourner vers le Seigneur. C'est d'abord la conversion du cœur, l'approfondissement de notre foi. J'ai fait des prières pour ma premier jour de carême. Et je vois que je sens que la grâce est descendue sur moi. Nous avons prié pour tout le monde entier et plus particulièrement pour les pays qui sont en guerre, les familles qui sont en difficulté, pour tout le monde entier. 40 jours d'abstinence, de partage, de dévotion pour recevoir la grâce du Christ qui mène vers le chemin de la droiture.
Kayar, dans le département de Thiès, où a été découvert du pétrole et du gaz. Les populations disent se préparer. Elles veulent éviter, selon elles, le syndrome de Kédougou. C'est en substance ce que les jeunes ont fait savoir, les termes qu'ils ont utilisés de concert avec le Forum civil. Ils ont organisé un forum populaire pour préparer les Kayarois sur les enjeux et opportunités de cette découverte. Reportage chez Ranta Diop Seylatir. Ils étaient des centaines de jeunes, d'élus locaux, d'acteurs de la pêche, de l'agriculture à se retrouver au centre de pêche de Kayar pour un forum populaire. Réfléchir sur les enjeux de l'exploitation du pétrole et du gaz à Kayar. Le forum civil anticipe. Il veut jouer un rôle de veille et d'alerte. Pour Kayar aussi, nous anticipons parce que nous, en tant que société civile, nous avons un rôle de veille et d'alerte. Mais nous développons aussi une approche prospective. Kayar était connu pour la pêche, le maraîchage dans la zone des Niayes. Mais aujourd'hui, le pétrole, s'il est bien géré, ou le gaz, peuvent devenir non seulement une bénédiction pour les populations de Kayar, mais peuvent aussi une bénédiction pour le pays entier. Mais pourvu que cela soit bien géré. Et c'est le moment de poser ce débat public. Donc c'est pourquoi nous sommes venus aujourd'hui avec le COVAC, qui regroupe l'ensemble des forces de Kayar pour poser ce débat public informé, pour les accompagner aussi sur les opportunités. Parce que forcément, il y aura des impacts positifs comme négatifs, il y aura des opportunités. Mais c'est le moment aujourd'hui de s'organiser. Selon le coordonnateur de Kayar Développement Durable et Démocratique, Kayar est dans une logique d'anticipation et de préparation. Kayar fait partie des premiers ports de pêche. Et s'il y a exploitation du gaz, certainement, il y aura un effritement des bénéfices, bien de l'argent généré par la pêche. La pêche va reculer et la disparition des ressources, et cela va également impacter négativement sur toute la chaîne de valeur. Nous avons convié les populations kayaroises pour leur montrer qu'il y a des opportunités, que le secteur de l'emploi, qu'on peut restructurer le tissu économique. On peut créer des GIE et ces GIE-là peuvent proposer des services qui pourront capter justement les bénéfices qui seront générés par cette nouvelle donne. Le coordonnateur régional du Forum civil appelle les collectivités locales abritant les sites miniers, pétroliers ou gaziers dans le futur à avoir des conventions locales de développement pour prendre en charge toutes les préoccupations des populations. Le groupe Futur Média a baptisé hier son nouveau bébé. King FM, c'est le nom de la nouvelle radio qui sera présente sur les réseaux sociaux. King FM, c'est aussi une fréquence essentiellement musicale pour la promotion de la culture sénégalaise. Le directeur de la nouvelle radio, Boubacar Diallo, alias Didier Boups, se fixe de nouveaux défis à travers la gestion de cet outil. Je vous propose de l'écouter au micro d'Aminata Mbaresso. Je voyage beaucoup. Je vais beaucoup en Europe, je fréquente quelques radios en Europe, je vois un peu comment est-ce que ça travaille. Il y a aujourd'hui même des street radios, des radios qui se trouvent dans la rue. Aujourd'hui, des radios axées sur les réseaux sociaux, c'est possible. Des street radios, c'est-à-dire des radios qui se trouvent dans la rue, c'est possible. Walking radio, des radios qui bougent, c'est possible. Et donc nous avons trouvé une idée géniale d'être une radio digitale, mais ça pourrait faire du moving FM. Ça vient, en tout cas, nous avons des choses à venir. C'est des investissements très lourds, exceptionnels comme investissement, bon, mais c'est ça aussi, la radio du 21e siècle, c'est le coût qu'il faut, et puis le président directeur général n'a pas lésiné sur les moyens, il a véritablement investi, et puis ce sera pour les auditeurs, cet investissement, ce sera pour le groupe, ce sera pour les travailleurs du groupe. Nous devons tous être là pour assurer. Bon vent à King FM. Les acteurs du cinéma sénégalais ont fait le point sur les investissements consentis par l'État du Sénégal dans le secteur cinématographique, lesquels investissements concernent la réhabilitation des salles de cinéma, mais aussi la promotion des cultures urbaines. La formation également a été évoquée dans le cadre de la journée dédiée au Sénégal durant le FESPACO qui bat son plein. Envoyé spécial à Ouaga et Satoupaya. Le Sénégal a l'honneur pour cette journée dédiée au pays de Léopold Sédar Senghor. Au menu, échange fructueux sur la situation du cinéma sénégalais qui recommence à prendre son envol. On va rouvrir les salles. Nous avons financé par exemple symboliquement la salle de Ziguinchor qui était fermée depuis 20 ans. Nous venons de remettre 75 millions à un promoteur pour réhabiliter la salle. Il y aura d'autres salles, la Médina,
n'est-ce pas, Salle Cristal, au plateau même, à l'avenue Albert Sarraut, maintenant à Sandé, il y aura un complexe cinématographique de 5 salles de 200 places. Je pense que nous sommes en train d'avancer d'une manière extraordinaire par rapport aux industries culturelles. Maintenant que des salles ouvrent, surtout dans les régions, c'est important. Investissement, nouvelle dynamique pour le 7e art sénégalais. Le cinéma sénégalais est dans une dynamique qui ne se limite pas qu'au festival. En tout cas, notre objectif premier, c'est pas venir remporter des prix et après basta. En tout cas, nous sommes en train de construire et nous voulons construire une industrie cinématographique et audiovisuelle qui soit les plus performantes en Afrique et pourquoi pas dans le monde. Et je pense qu'aujourd'hui, nous prenons conscience avec les synergies des autres pays, l'expérience des uns et des autres ici au FESPACO, que nous pourrons faire de grandes choses. À l'image de ces jeunes réalisateurs, tous sélectionnés à cette 25e édition du FESPACO. Oui, la formation elle est importante. Bon, voici la preuve. Donc moi, c'est mon deuxième court-métrage. C'est le premier que j'ai fait en tant qu'étudiant à CIPIMAX. Donc voilà, je pense que c'est une bonne chose. J'ai commencé à écrire en 2009, mais mes premiers scénarios n'étaient pas forcément bien parce que c'est en écrivant par la suite et tout que je me suis améliorée. Mais en 2013, par contre, j'ai fait une formation avec M. Boy, Cinévi 4. Et c'est là où j'ai appris quelques notions techniques, les notions techniques en réalisation. Une rencontre fructueuse, des échanges intéressants, beaucoup de perspectives avec des projections de films comme Félicité qui a été sélectionnée pour la compétition officielle. La page sportive à présent, le Sénégal connaît ses adversaires pour la Coupe du monde de beach soccer prévue aux Bahamas. Les Lions de la plage vont jouer contre les Bahamas, l'Équateur mais aussi la Suisse. Le sélectionneur national croit en ses chances de passer au second tour même si sa poule est difficile. Chertidiane Diao pour les détails. Encore les Lions dans la poule du pays organisateur, une poule jugée jouable par le sélectionneur national. On a l'habitude de jouer avec l'équipe, le pays hôte, parce qu'il faut faire un petit rappel de notre histoire en Coupe du Monde. En 2008, on a partagé avec la France qui avait pays hôte. En 2011, on a partagé avec l'Italie qui était pays hôte. Et en 2015 aussi, on a logé dans la poule A avec le Portugal. La Suisse qui est une des grandes nations du beach soccer. Donc c'est une équipe aussi qui peut gagner la Coupe du Monde. Et l'Équateur qui est un adversaire inconnu. Pour les Lions, l'objectif est clair, passer le premier tour. Ça fait 2 Coupes du Monde consécutives, 2013-2015. Le Sénégal n'a pas pu accéder en quart de finale. Si maintenant on sort, l'appétit vient en mangeant, on peut espérer qualifier en demi-finale. À moins de 2 mois du début de la compétition, le programme est bien établi. On ira au Maroc pour 2 matchs amicaux contre l'équipe marocaine de beach soccer, le 8 et le 10. On est en train de parler avec la Suisse, mais malheureusement la Suisse, on s'est partagé la même poule. Donc maintenant, il reste à voir Tahiti parce qu'il faut se rappeler que Sita est parti aux îles Bahamas pour le tirage. Donc il est en train de parler avec la Tahiti. La Tahiti est déjà d'accord sur le principe. Maintenant, il reste maintenant arrivé ici, il fera un rapport au niveau des fédéraux. La Coupe du monde de beach soccer, rappelons-le, est prévue du 27 avril au 7 mai prochain aux Bahamas. Retour chez nous ici au Sénégal pour parler de la dégradation avancée du stade Ely Manel Fall de Diourbel avec le plaidoyer d'Aminata Tall pour sa réfection. La présidente du Conseil économique, social et environnemental était la marraine de la finale régionale de football. Elle est interrogée par Talassam et Mohamed Diop. J'ai été désolée quand, en foulant le sol, j'ai été piquée d'ailleurs. Parce que je considère qu'il y a une dégradation extraordinaire du tapis et il faut absolument que les autorités en soient informées. J'ai échangé tout à l'heure avec l'adjoint au gouverneur qui m'a dit qu'ils ont déjà entrepris de travailler et qu'ils vont encore relancer les autorités, notamment par le biais du ministre des Sports, pour faire en sorte que le stade soit réhabilité. Je pense que des actions ont déjà été menées dans ce sens-là et j'encourage vivement à ce que le stade soit totalement repris parce que la dégradation elle est vraiment très avancée.
C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous de l'information, le tout en images à 0h. L'info qui continue sur votre site www.igfm.sn. Tout de suite, je passe le témoin à Chérif pour la suite. C'est avec Permanence. Bonsoir Chérif. Bonsoir Sarah et merci beaucoup pour le JT de 20h et toutes ces informations. Dans un instant, on reçoit un homme de la nuit, Yuri L'Enquête il s'appelle, c'est un photographe. Il sera interrogé par Mahmoud Ibrakan dans l'invité du 20h.